Et évidemment, ce nihilisme, celui dont la vie est comptée pour rien, se constitue aussi contre le désir d'Occident. Parce que le désir d'Occident est son fantôme caché. C'est-à-dire que s'il ne donnait pas cours à son nihilisme agressif, il sait très bien qu'en réalité, il est déjà habité aussi par le désir d'Occident. Et donc ces deux formes typiques, ces deux subjectivités typiques, la subjectivité du désir d'Occident et la subjectivité nihiliste de revanche, de destruction, sont appariées d'une certaine manière. Elles forment un couple. Et tout ça dans un contexte où rien n'est proposé qui serait une levée collective qui affirmerait et organiserait la perspective d'une autre structure du monde. Parce que vous voyez que tout cela reste en réalité interne à la structure du monde telle que je l'ai décrite. Alors ceci m'amène à voir sur fond de ces singularités subjectives comment caractériser ce que j'ai appelé le fascisme contemporain, qui est après tout le nom que je donne à ceux qui sont appelés les barbares. Alors, de manière générale, je pense qu'on peut appeler fascisme la subjectivité populaire qui est générée et suscitée par le capitalisme, soit parce qu'il y a une crise systémique grave, ça a été le cas dans les années 30, soit peut-être plus profondément sous l'effet des limites structurales du capitalisme, telles que je les ai décrites. C'est de limites structurales du capitalisme mises en évidence par la mondialisation, justement. Mondialisation qui, rappelons-le, est à la fois une expansion, mais aussi une expansion qui révèle l'incapacité du capitalisme, par exemple, à valoriser l'ensemble de la force de travail disponible. Donc le fascisme, c'est une subjectivité réactive, intracapitaliste d'une certaine manière, puisqu'elle ne propose rien d'autre en réalité, mais c'est une subjectivité réactive qui impute au capitalisme, au fond, de ne pas être en état de tenir les promesses qu'il fait lui-même. Comme, d'une certaine façon, le déçu du désir d'Occident impute à l'Occident et devient l'ennemi de l'Occident parce que, en réalité, son désir d'Occident n'est pas satisfait. On voit bien la corrélation entre les deux. Alors, ce fascisme est donc nourri de la réaction agressive, nihiliste et destructrice dont nous parlions, parce qu'il est aussi une sorte de répression intime et négative du désir d'Occident. Il est, en un certain sens, largement un désir d'Occident refoulé ou dénié, et à la place de quoi vient se situer une réaction nihiliste et mortifère, dont la cible est précisément ce qui était l'objet possible du désir. Alors là, dans un schéma psychanalytique classique, il s'agit de sujets, là, dont on parle. On peut le définir comme une pulsion de mort, finalement, articulée dans un langage identitaire. Une pulsion de mort, mais qui s'articule, qui se parle dans un langage identitaire réactif. La religion est un ingrédient tout à fait possible. Comme je vous le rappelle, le catholicisme l'a été pour le fascisme espagnol pendant la guerre civile, l'islam l'est aujourd'hui au Moyen-Orient, particulièrement là où le zonage impérial a détruit les États. Mais à mon sens, c'est absolument pas le fond de l'affaire. C'est une forme de subjectivation, mais ce n'est pas le contenu réel de la chose. Le contenu réel est, en réalité, il dérive réellement de l'omniprésence du désir d'Occident sous sa forme affirmée et explicite ou sous sa forme refoulée et mortifère. La forme pratique de ces fascismes, c'est toujours la logique de la bande, c'est le gangstérisme criminel, avec la conquête et la défense de territoires, où on a le monopole des affaires, le caractère spectaculaire de la cruauté, le pillage, et puis aussi, comme dans le cas des différentes mafias,
le recyclage permanent des choses dans le marché mondial, par ailleurs. Donc ce n'est pas deux univers disjoints. Hein. Daesh, je vous l'ai dit déjà, est une grande firme commerciale. Elle vend du pétrole, elle vend des œuvres d'art, elle vend du coton, elle vend des tas de choses, elle vend des armes. De sorte que cette forme fascisante est en réalité interne à la structure capitaliste mondialisée, dont elle est en quelque manière une perversion. Mais la perversion au sens où la perversion est toujours aussi une forme du sujet. Tout le monde sait que les firmes, non seulement les firmes, mais des clients occidentaux avérés, comme le gouvernement d'Arabie Saoudite par exemple, ne cessent de négocier avec les bandes fascistes moyen-orientales. Et elles négocient sur le plan de leurs intérêts propres. Alors on peut dire que tout ça est le revers de la frustration, finalement, le revers de la frustration organisée plus ou moins militairement sur le modèle flexible de la bande mafieuse et avec des colorations idéologiques variables. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'elle propose aux jeunes. Qu'est-ce que tout ça, finalement, quelle est la nature de la proposition faite aux jeunes à travers tout ça? Parce qu'après tout, ces tueurs, ce sont des jeunes, d'ici. Hein. Ce sont des jeunes issus de l'immigration ouvrière. Hein, c'est là qu'ils sortent. Alors, ce qu'elle propose aux jeunes dont la vie est sans perspective, c'est-à-dire qui sont, au fond, à la marge à la fois du salariat et de la consommation et de l'avenir, je pense que c'est un mélange, d'abord, d'un côté, d'héroïsme sacrificiel et criminel. On va être quand même, on va être quelqu'un comme un mafieux fier de l'être. Hein. C'est-à-dire un héroïsme sacrificiel et criminel, les deux. Alors, ça veut dire tuer des Occidentaux, vaincre les tueurs des autres bandes, pratiquer une cruauté satisfaisante, conquérir des territoires, etc., etc. Ça d'un côté, et de l'autre, des touches de satisfaction occidentale. Il faut savoir que Daesh paye assez bien l'ensemble de ces hommes, enfin beaucoup mieux que ce qu'il pourrait gagner normalement, si je puis dire. Et puis, il y a donc un peu d'argent, il y a des femmes, il y a des voitures, etc. C'est donc un mélange de propositions héroïques mortifères et en même temps de corruption occidentale par les produits. Et ça, c'est un mélange consistant qui fait qui a toujours été au fond une des caractéristiques des bandes fascistes. Alors la religion peut parfaitement être la sauce identitaire de tout ça, en tant que justement elle est un référent anti-occidental présentable, mais comme on voit, à la fin des fins, l'origine des jeunes importe assez peu. Leur origine, c'est-à-dire spirituelle, religieuse, etc. Ce qui compte, c'est le choix qu'ils ont fait quant à leur frustration. Et ils vont être ralliés éventuellement au mélange de corruption et d'héroïsme sacrificiel et criminel à raison de la subjectivité qui est la leur, pas à raison de la conviction islamique, dont on a étudié d'ailleurs que dans la plupart des cas de type Daesh, etc., elle est terminale plutôt qu'inaugurale. C'est-à-dire, elle est quelque chose qui vient nommer, structurer et lier tout ça, mais au niveau du désir véritable, il est composé de façon complexe, comme je l'ai dit. Alors, ça m'amène à la partie qui sont dans ces conditions les tueurs, que dire de leurs actes. Alors, disons, les tueurs sont de jeunes fascistes, au sens que je viens de dire, issus de l'immigration ouvrière. Et au fond, une comparaison que je fais assez volontiers, c'est entre eux et certains, en tout cas, des miliciens en France de la dernière guerre, les bandes de jeunes miliciens collabos des Allemands. Hein. Là aussi, il y avait l'aspect viva la muerte, enfin, il y avait l'aspect on fait n'importe quoi, on est armé, on peut tuer des gens, on peut les torturer, etc. Il y avait ça. Il y avait aussi la cruauté affichée. Et puis, il y avait des tas de petits profits de type belle vie, voiture, fric, filles, etc. C'était donc le même mélange, le même ingrédient, et je pense que la bande fasciste, de ce point de vue-là, a toujours cette caractéristique.
Et alors tout ça est évidemment capté par une logique politique. Ça n'est pas une politique, ça n'est pas une logique politique, mais c'est capté par une logique politique de scission interne, que j'appellerais une scission interne. Au fond, qu'est-ce que c'était que les miliciens? C'était des Français, mais c'était des Français de guerre civile contre les intérêts nationaux les plus évidents, puisque c'était la collaboration, évidemment. Donc, il y avait quelque chose de clivé là-dedans. Ils se réclamaient abondamment de la France, comme Pétain, la France, alors qu'ils étaient en train de travailler, y compris dans des conditions sordides, contre tous les intérêts nationaux élémentaires qui sont de ne pas être occupés par une puissance étrangère, etc. C'est ce que j'appelle la scission interne. Et alors, les tueurs d'aujourd'hui, là, ils sont, en un certain sens, de typiques produits du désir d'Occident frustré, c'est-à-dire de gens habités par un désir d'Occident réprimé et frustré, et qui s'imaginent être des anti-occidentaux, alors qu'ils sont un des symptômes nihilistes, finalement, de la vacuité aveugle du capitalisme mondialisé, et de son incapacité, de son impéritie à compter tout le monde pour quelque chose dans le monde tel qu'il est. Ça, c'est comme ça que je les caractérise. Alors leur acte, à mon sens, n'est mal qualifié. Enfin, les mots, là, sont... Il y a eu un bon article de l'écrivain américain Richard Ford disant que dans cette affaire, les mots étaient très importants. Alors, ce serait une manière de refaire tout ça, d'expliquer pourquoi attentat n'est pas bon, terroriste non plus, etc. La France, la guerre, enfin, tout le lexique utilisé est mauvais. Mais là, je ne pense pas que leur acte est un attentat. Un attentat, c'est ce qu'organisaient les résistants contre les occupants nazis et leurs complices pétédistes. Ça s'appelait des attentats, ça. En fait, si on voit l'affaire telle qu'elle s'est déroulée, c'est pas une affaire vraiment organisée ni militaire. C'est une affaire foireuse, pour tout dire. Et elle peut l'être, pourquoi? Parce que les gars ont décidé que leur vie ne comptait pas. C'est le ressort absolu de ce genre d'affaires. Leur vie à eux ne compte pas. Et parce que leur vie ne compte pas, la vie des autres n'est rien du tout non plus. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est vraiment le nihilisme qui est le ressort de tout ça. C'est la capacité de considérer que, finalement, on va cramer sa vie, quoi. On va cramer sa vie dans un héroïsme ridicule et artificiel et en même temps scandaleux et atroce, après avoir sans doute baroudé par-ci par-là, touché un peu d'argent, etc. Donc c'est pas vraiment un attentat au sens où attentat veut dire une pratique réfléchie, décidant ses cibles, prévoyant des moyens de repli, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut l'appeler un meurtre de masse dans lequel le meurtrier s'inclut lui-même. Dans lequel le meurtrier s'inclut lui-même. C'est tout de même un point très important. Donc c'est un meurtre de masse horrible et dans lequel, point tout aussi horrible d'ailleurs, le meurtrier s'inclut lui-même dans une forme suicidaire qui porte à son comble l'instinct de mort. Évidemment, il n'y a plus rien, ni les victimes, ni l'assassin. En la matière, c'est un acte atroce et criminel, il faut le qualifier comme ça, un acte fasciste, atroce et criminel. Enfin, si barbare, puisque c'est le mot à adopter, les barbares, la guerre aux barbares, hein, la guerre aux barbares, c'est la guerre des civilisés contre les barbares. Voilà. Barbare, ça a toujours voulu dire le contraire de civilisé. Alors, si barbare s'oppose à civilisé, même au regard de cet acte qui est atroce et criminel, et il n'y a aucune autre raison que l'arrogance occidentale de le registrer à la barbarie contre ce qui serait non-valeur. Parce que tout de même, c'est le moment de rappeler que les tueries occidentales sont aujourd'hui permanentes et extraordinairement sanglantes. Donc, si on découpe la chose là, si on compte les morts, si on compte les conditions de ces morts, etc., je donnerai 3 exemples, mais on pourrait les multiplier. Les Occidentaux ont le pouvoir à l'heure actuelle d'assassiner les gens sans sortir de leur bureau, avec les drones. C'est une pratique, c'est pas splendide. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a fait des statistiques là-dessus. C'est-à-dire que pour une des cibles tuées, il y a 9 morts qui n'y étaient pour rien. Hein. C'est ça le drone. Donc, si vous multipliez les drones, vous
vous avez très vite des centaines et des centaines de gens qui ont été massacrés pour rien. Pour rien. Donc, si on appelle barbare le fait de tuer des gens pour rien, nous, les Occidentaux, en tuent tous les jours. Il faut le savoir. Et simplement, dans un cas, la barbarie, nous avons un meurtre de masse assumé et suicidaire, donc l'atrocité est assumée et suicidaire. Dans le cas des civilisés, c'est un meurtre de masse technologique, dissimulé et satisfait. La proportion des morts occidentaux dans les conflits explicites, en Irak ou en Palestine, c'est de 1 à 20 à peu près. Les Occidentaux sont allés d'ailleurs jusqu'à prétendre que ce qui était bien, c'était 0 mort de leur côté et tous les morts de l'autre, qui est une pratique de la guerre très spéciale. Une pratique de la guerre très spéciale. Ils n'y sont pas arrivés tout à fait. Mais on a à peu près, si on compte les morts dans les conflits afghans, irakiens, palestiniens, c'est de 1 à 20 à peu près. 1 mort occidental pour 20 morts de l'autre côté. Donc cette disproportion, elle est enregistrée par les gens qui vivent ce genre de situation. Ils voient bien comment que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Prenons sans même l'examiner dans sa signification politique, mais l'affaire de Gaza. 2000 morts. 2000 morts, on sait qu'il y a 450 enfants. Alors, c'est civilisé, ça, parce que c'est des avions, c'est tout. Donc, je dis tout ça parce que je pense que la détermination de qui sont les tueurs, qui pour moi sont des jeunes fascistes issus de l'immigration ouvrière, qui ressemblent aux miliciens, et dont je comprends très bien les motifs bourbeux, embourbés. Il n'y a pas de raison particulière de faire comme si, au regard de ces gens-là, les armées occidentales représentaient la civilisation. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait inadmissible. En fait, la guerre est la guerre, c'est toujours des tueries plus ou moins bourbeuses, et au fond, nous avons nous-mêmes torturé, tué, déporté, tant et plus dans les guerres coloniales, et après. Et nous continuerons à le faire si, comme nos gouvernements le disent, le temps est venu d'une grande guerre contre le terrorisme. Alors ça me mène à la réaction de l'État et au façonnage de l'opinion publique. Alors, je l'ai dit, l'État me paraît aujourd'hui un acteur secondaire au regard de la structure générale, mais il a une fonction de gestion de sa base locale, c'est-à-dire de faire que sa base locale, à savoir la classe moyenne en définitive, la classe moyenne occidentale, réagisse dans la bonne direction. Je pense que la fonction fondamentale d'un État comme l'État en France, c'est de discipliner la classe moyenne. Et ça, c'est spectaculairement l'œuvre de la gauche. La gauche est bonne pour discipliner la classe moyenne. Et c'est pour ça que là, elle est excellemment dans sa position. Je vous rappellerai qu'à l'époque de ma jeunesse, dans la guerre d'Algérie, alors là, c'était encore une autre affaire, c'était aussi la gauche, Guy Mollet, Lacoste, tout ça. Donc il semble que pour discipliner la classe moyenne, en lui disant la guerre, et ce qui n'est pas son habitude beaucoup à la classe moyenne occidentale, la guerre. On a fait une statistique là-dessus. Combien de gens sont prêts à mourir pour la patrie aujourd'hui en France ? 3%. Et 67% de Russes, vous le savez. Alors évidemment, c'est un peu... Donc cette discipline de la classe moyenne sous le grand mot d'ordre de guerre, c'est aussi une fiction quand même, c'est une tromperie. Personne n'est prêt à faire la guerre ici dans ce pays. Personne, donc c'est pas... le mot guerre n'est pas à sa place. En janvier, l'État avait utilisé la laïcité républicaine. Cette fois, il essaie d'utiliser le vieux nationalisme, la France, le drapeau tricolore, couplé à ce qu'en est l'éternel ressort, c'est la guerre. Mais bon, ce couple est évidemment aberrant. Et d'ailleurs, à mon avis, il ne fonctionnera pas longtemps. Alors, je voudrais dire quelques mots sur ces deux choses. La France
Alors la France aujourd'hui, à mon avis, c'est insignifiant, sans contenu affirmatif définissable. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la France? C'est un acteur déclinant un peu de seconde zone de la structure mondiale que j'ai décrite. Alors on dit les valeurs. Mais les valeurs de la France, c'est quoi? Nos valeurs. Alors, moi, j'ai mon point de vue là-dessus. La France, ce qui singularisait la France, parce que s'il y a des valeurs de la France, il faut se demander ce qui les singularise, si c'était quelque chose, c'était la tradition révolutionnaire. C'était la tradition révolutionnaire, républicaine d'abord, à partir de la Révolution de 89, puis socialiste, anarcho-syndicaliste, communiste, et finalement gauchiste, entre 1789 et, mettons, 1976, sur une période historique. Mais c'est fini, ça. C'est fini. La France n'est plus représentable aujourd'hui de façon décente comme le lieu privilégié d'une tradition révolutionnaire. Elle est plutôt caractérisée par une collection singulière d'intellectuels identitaires. Elle s'est aussi manifestée par une chose qui n'a été faite nulle part ailleurs, c'est-à-dire des lois ouvertement discriminatoires concernant une partie des pauvres qu'elle a créées. Des lois, on peut les énumérer, les lois sur le foulard islamique, tout ça, je regrette. Ce sont des lois de stigmatisation et de ségrégation visant qui? Visant des pauvres, des populations pauvres, qui ont leur religion, comme les Bretons étaient catholiques dans le temps passé. C'était pas plus ni moins que ça. Et les viser spécifiquement, alors que c'est le capitalisme français qui a créé ces pauvres. Parce que, pourquoi? Parce que c'est lui qui a détruit l'appareil industriel français. Pourquoi y avait-il tant de gens venus du tiers-monde chez nous? Parce qu'on est allé les chercher. Il faut rappeler l'époque. On allait en avion au Maroc pour ramener les ouvriers nécessaires pour les chaînes des entreprises de construction de voitures. Et maintenant, on a alors ces gens ont fait venir leur famille, il y a une deuxième génération, il y a des jeunes. Leur destin normal était de devenir eux aussi ouvriers qualifiés, etc. Mais on a détruit entre-temps l'appareil productif, les usines pratiquement terminées, tout est délocalisé, donc ces gens n'ont aucun avenir. Mais c'est une tromperie, c'est une duperie. On les a importés sans garantie, mais maintenant on voudrait les exporter. Mais c'est pas comme ça se manie pas comme ça, le matériel humain tout de même. Et donc, je pense réellement qu'aujourd'hui, France, ça veut dire un peu tout ça, et ça ne crée pas un emblème significatif, ça ne crée pas un emblème visible et intéressant. Et ceux qui sont dans des crispations identitaires sur la France, on voit bien ce qu'ils veulent. Finalement, ils veulent, comme toujours dans les crispations identitaires, qu'on persécute les autres. Parce que c'est toujours ça, l'identité, à la fin des fins, quand elle n'a pas de signification universelle, comme la tradition révolutionnaire. Une identité qui n'a pas de signification universelle, elle ne se définit que par la persécution de ce qui n'est pas elle. Il n'y a pas d'autre moyen de lui donner de l'activité. Les gens qui disent la France, mais qu'est-ce qu'ils font, eux, pour la France? Ils brament contre les Arabes, c'est tout. Et je ne pense pas que ce soit un service éminent rendu à la France. Ça n'honore pas les Français, particulièrement. Mais ils sont certainement encore moins de 3% à vouloir mourir pour la patrie. Ça, et ils mourraient plutôt pour leur statut médiatique. Voilà, donc moi je pense que sur cette question, il faut dire ce ne sont pas les barbares qui ont déclaré une guerre, mais c'est l'État français qui est allé à la remorque des firmes, et quelquefois des Américains, se mêler d'affaires impériales bourbeuses, participer à des zonages, détruire des États, et créer par là même l'ensemble de la situation dont j'essaie de faire le panorama, et cette situation inclut la genèse subjective de jeunes fascistes dans les zones découvertes et dans le fait que toute une partie de la population mondiale est comptée pour rien. Alors,
j'en viens à ce qui va me mener à la conclusion, là. Comment, dans ces conditions, essayer de construire une pensée différente, comment s'arracher à tout ça? Voilà. Alors, je pense que pour s'arracher à la propagande qui accompagne toute déclaration de guerre, même absolument fictive, la grande tradition des déclarations de guerre, des propagandes absolument fictives, avec à voir la littérature concernant les Boches en 1914. Les Boches, ils étaient assez peu différents de nous, faut bien dire. Alors, comment faire? Je pense qu'à l'espace qui est défini comme la France et les fantomatiques français, sommes français. Quand vous dites je suis français, oui, je parle français. Voilà. Mais en dehors de ça... Alors je pense qu'il faut substituer à ça mentalement et pratiquement un espace international, une façon de penser internationale, je dirais même transnationale, qui soit à la hauteur de la mondialisation capitaliste. Vous comprenez? Parce qu'il y a belle lurette que les capitalistes ont cessé d'être des Français, eux. Ils ont de l'avance. Ils sont chez eux à Shanghai, ils sont chez eux à San Francisco, ils sont chez eux au Maroc. Eux. Et nous pas. Vous voyez? C'est un énorme retard, ça. Et encore bien plus si nous aggravons ce retard par le fait que nous ne sommes même pas capables de reconnaître comme étant avec nous et chez nous les gens qui sont là, les gens qui sont comptés pour rien, et si nous n'entreprenons pas avec eux une ouverture ou un chemin politique nouveau. C'est quand même terrible de considérer que la défaite révolutionnaire a été telle que nous ne sommes même pas en état d'avoir mentalement une représentation mondialisée des problèmes, alors que nos adversaires immédiats, eux, l'ont conquise depuis longtemps. Et l'ont compris au détriment, justement, de tout ce qu'étaient les protections étatiques. Ça, c'est le problème. Alors, il faut, dans ce même mouvement, il faut avoir la force de se désintéresser partiellement de l'État lui-même. Parce que l'État, c'est ce qui vient quand France ou Français ne veut plus dire grand-chose. L'État nous convoque, comme il le fait aujourd'hui. Après tout, l'État n'est qu'un agent de la nouvelle séquence du capital, toute tendance confondue. Et je pense que le point n'est pas tant... oui, il faut être contre l'État, mais il faut voir que l'État est en train de dépérir en réalité. Et il est en train de dépérir en dévorant le lien social lui-même, en dévorant la société. Et donc il faut s'en désintéresser. Là n'est pas le problème. On ne fera rien dans l'État, avec l'État. Il faut s'établir ailleurs, armé d'une pensée qui soit à échelle planétaire. Et là, il faut dire ceci, je crois. L'absence à échelle mondiale, ce dont nous souffrons, c'est l'absence à échelle mondiale d'une politique qui serait disjointe de toute intériorité au capitalisme. C'est l'absence à échelle mondiale de cette politique disjointe de toute intériorité au capitalisme qui fait qu'apparaît et se crée une jeunesse fasciste. Ce n'est pas la jeunesse fasciste, le banditisme et la religion qui créent l'absence de cette politique. C'est l'absence de cette politique qui crée la possibilité du fascisme, du banditisme et des déviations religieuses. Alors, voilà, je pensais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à Phèdre de Racine. Quand Phèdre dit, au moment où elle doit avouer son amour à ses propres yeux, qui est un amour criminel, quand
elle doit avouer les raisons de son amour criminel, elle dit « Mon mal vient de plus loin ». Je pense qu'il faut penser comme ça. Notre mal vient de plus loin que l'immigration, que l'islam, que le Moyen-Orient dévasté, que l'Afrique soumise au pillage. Notre mal vient de l'échec historique du communisme. C'est de là qu'il vient notre mal. Et donc il vient de loin, en effet. Par communisme, j'entends simplement le nom historique, le nom qui a été donné à une pensée stratégique disjointe de la structure capitaliste hégémonique. Cet échec a été scellé probablement dès le milieu des années 70 du dernier siècle, et c'est pour ça que la périodisation qu'on propose ici commence aux années 80. Et évidemment, nous en sommes où aujourd'hui? Il y a un prolétariat nomade, je l'appelle comme ça. Il y a un prolétariat nomade qui, lui, est très fortement internationalisé déjà, et dans la terre entière. Les ouvriers en Corée sont largement népalais ou venus du Bangladesh. Ce n'est pas simplement ici. Hein. Les ouvriers ici, on le sait, sont venus du Maroc ou du Mali, etc. Et puis, quand vient la crise, il faut qu'ils partent ailleurs, etc. Donc il y a cet énorme prolétariat nomade qui, d'une certaine façon, est la représentation pour nous de la totalité de la masse gigantesque des gens qui ne sont pas comptés dans le monde comme il est. Il y a quand même des intellectuels, des gens de la classe moyenne, y compris occidentale, qui sont disponibles pour cette pensée neuve, ou qui la portent, ou qui essaient de la porter. Tout le problème est qu'ils se lient au prolétariat nomade, qu'ils aillent le voir, le consulter, parler avec lui, etc. Il n'est de pensée neuve en politique que dans des alliances inattendues, dans des alliances improbables. Et puis il y a une jeunesse, on sait bien, il y a une jeunesse pour les raisons que j'ai dites, qui lorsqu'elle arrive au bord du monde, là, se demande ce que ce monde lui propose. Et elle n'a peut-être pas envie de s'incruster dans une des trois figures que j'ai appelées typiques. Elle n'a peut-être pas envie d'entonner le chant de la gloire de l'Occident. Elle n'a peut-être pas envie non plus d'être animée par un désir de cette gloire et de tenter d'y installer son destin. Elle n'a peut-être pas envie non plus d'être dans le nihilisme meurtrier. Donc qu'est-ce qui est... Tant qu'une proposition stratégique autre ne lui sera pas faite, elle restera dans une désorientation essentielle. Parce qu'on peut dire cela, on peut dire que le capitalisme est une machine à désorienter les sujets qui ne se résignent pas à être simplement dans la vacuité du binôme consommateur-salarié. Et s'il y a cette proposition, s'il y a cette irrigation par une pensée neuve, alors, à propos, y compris de ce qui s'est passé, ce sera cela qui viendra à bout du fascisme contemporain. Ce ne sera pas les sordides guerres de l'État qui ne nous promettent rien de bon. Ce sera la capacité de résorber, d'annuler la fascisation rampante, parce que quelque chose d'autre sera proposé. C'est-à-dire que nous créerons une quatrième figure subjective typique. Et si rien de tout cela se fait, eh bien ça continuera comme c'est. Ça continuera comme c'est. Et à la fin des fins, il y aura la guerre, la grande guerre. La grande guerre. Parce que c'est elle qui, à ce moment-là, simplifie la situation. En détruisant suffisamment de choses pour que tout aille mieux. Vous voyez, donc c'est une séquence dont l'expérience est profonde et intéressante et passionnante, au-delà, évidemment, de son côté
effrayant et atroce. Et plutôt que d'être démonté, hébété sous le choc, ou plutôt que de prendre la posture, n'est-ce pas, du guerrier des valeurs occidentales, M. Valls, lui, on sent sa jouissance. On dirait un adjudant de cavalerie à qui on vient de dire qu'il avait maintenant le droit de faire courir ses chevaux. Mais ça, vous voyez, et puis alors le drapeau tricolore, la France, etc., tout ça nous conduira dans l'impasse et dans l'abjection. Il y a une urgence, mais une urgence stratégique, c'est le travail, qui est un travail pour tout le monde, puisque c'est un travail de pensée, mais c'est un travail de geste, c'est un travail de trajet, c'est un travail d'aller voir qui est cet autre dont on vous parle, qui il est vraiment, de recueillir sa pensée, ses idées, sa vision des choses, et de l'inscrire, lui et vous, en même temps, dans une vision stratégique du destin de l'humanité, qui essaiera de ne pas continuer ce que j'ai essayé de vous décrire, tout de même, qui essaiera de rompre avec cela, de faire que l'histoire de l'humanité oblique se transforme. Alors, je suis d'un optimisme inébranlable, n'est-ce pas ? Et donc je pense que c'est ce qui se fera. Mais bon, le temps presse. Le temps presse. Merci.